Image insolite. Sous le regard de Laurent Fignon évolue son vainqueur du Tour de France 1989, l'Américain Greg LeMond. En sport automobile, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Les à-coups dont vous parlez. Déjà, je suis à la limite. Je vais vous expliquer exactement, je vais vous dire la vérité. Est-ce que c'est important d'avoir fait du vélo pour apprécier les trajectoires? Oui, quand même. Je crois que le vélo, ça l'aide au moins de la transition pour la ligne. LeMond est arrivé dans le monde compliqué du sport cycliste avec des idées simples. Gagner des courses et de l'argent. Idée simple, chose simple. D'entrer au Tour de la Sarthe en 1980, il n'a pas 20 ans. Greg LeMond, c'est un grand jour pour vous. Je pensais être placé dans une étape au moins, mais j'ai été meilleur que je ne le croyais. Ainsi, alors que nos oncles s'expatriaient aux Amériques pour y faire fortune, LeMond, lui, effectue la démarche inverse. Au Critérium du Dauphiné libéré 1983, en compagnie d'Anderson et de Zoetemelk, entre autres, il remporte son premier succès d'importance. Il gagne contre la montre, gagne aussi dans la plaine, passe ici le courageux André Chapuis dans la montagne et l'emporte devant Kelly et Anderson. Seul Simon l'a dominé en montagne, mais s'est présenté positif au contrôle antidopage. Sous la bannière étoilée, il devient champion du monde cette même année. Il couvre seul les derniers kilomètres sur le circuit accidenté d'Altenrhein en Suisse alémanique. Il a choisi la Belgique comme terre d'élection, choix qui lui permet de rayonner facilement sur toute l'Europe cycliste. Il est reçu comme le triomphateur qu'il est. Troisième du Tour de France en 1984 pour sa première participation, il devient encore plus belliqueux l'année suivante. Mais sa gaieté juvénile fait place, lors de la grande étape des Pyrénées, à une monumentale colère dans la montée de l'Uzardiden à l'égard de son directeur sportif Köchli, qui lui demande de stopper son effort pour ne pas compromettre le maillot jaune de Bernard Hinault, blessé, et qui lutte stoïquement pour limiter les dégâts. Et LeMond s'exécute. Il gagne contre la montre à Bassivière. Termine deuxième de l'épreuve. Hinault remportant son 5e Tour de France. Un Bernard Hinault qui promet de l'aider à gagner l'année suivante. Mais à Nantes, à l'issue de l'étape contre la montre, c'est toujours le Breton le plus fort, pour 44 secondes. Un petit écart avant d'aborder la montagne. Mais je ne sais pas combien de secondes il va me battre. Juste 1 minute. Malheureusement pour l'Américain, Hinault est un féroce gagneur. Il n'y a pas de parole donnée pour les vrais champions quand la victoire est en jeu. Et le blaireau, comme on l'appelle, s'est enfui, avec Amstein, Crequellion notamment. Dans l'étape Bayonne-Pau, le voici parti pour un numéro de haute voltige. Herrera, Crequellion, Pinsec, Millard et bien entendu LeMond s'incline. Hinault est à l'avant, dominateur. Il reste le col de Marie-Blanque à franchir. Herrera est battu. LeMond accélère, ne comprend pas. Tout se bouscule dans sa tête. Hinault, lui, ne se pose pas de questions. Il mène le bal, aidé de temps en temps par l'Espagnol Delgado, qui l'emporte à Pau. Hinault devient leader du Tour. Il repousse LeMond à plus de 5 minutes. Et la montagne se durcit entre Pau et Superbannière. Hinault n'en a pas fini. Au contraire, il accélère. Il est seul en tête, mais bientôt, il va payer cette accumulation d'efforts. Et dès les premiers hectomètres de la montée de Superbannière, il se relève. Il est rejoint.
Lehmann respire. Lehmann accélère, gagne l'étape, revient à 40 secondes de Bernard Hinault. Ça a toujours été la cohabitation. Il n'y a jamais eu de mésentente entre nous. La preuve. La tension monte à l'approche des Alpes, avec d'abord l'étape Gap-Col du Granon. L'Espagnol Chozas a pris la fuite, il n'intéresse pas les leaders. Hinault accompagne le Suisse Zimmermann, mais souffre du genou. Lehmann, lui, a repris la tête en compagnie du Suisse. Tous deux franchissent la ligne, derrière Chozas. Greg Lehmann va endosser le maillot jaune, décidé à ne plus le lâcher. Attends, il faut que j'aille signer. S'il vous plaît, allez. Bernard, pousse-le. Le lendemain, Hinault prend encore le parti d'attaquer pour prouver qu'il possède toujours des ressources. Lehmann, lui, ne comprend toujours pas. Bientôt, ils se retrouvent en tête. Hinault, Zimmermann, Lehmann et quelques autres. Main dans la main. Prodigieux, écrira le journal L'Équipe, qui dans un autre titre évocateur parlera d'un aigle à deux têtes. Si on se fait une guerre, ce sera une guerre loyale et ce sera le plus fort qui gagnera. Pourquoi pas jouer tout ça sur le contre la montre? Ainsi, Bernard Hinault n'a pas abdiqué. Lehmann n'est pas rassuré. Pour lui, le temps des Borgia est revenu. Lehmann possède 2 minutes 45 secondes d'avance sur son équipier, qui continue à batailler. 2, 1, stop. Hinault l'emporte ici, devant un Lehmann qui connaît tous les malheurs. Une chute à Saint-Chamond, un changement de vélo un peu plus loin, mais il ne perd que 25 secondes sur Bernard Hinault. Le Tour s'achemine vers Paris. Le classement ne changera plus. Je pense que le Tour, ce soir est fini. Il faut être logique. Avec Greg, on a fait un pacte. On a dit qu'on faisait le contre-la-montre au maximum à fond, chacun pour soi, et qu'après ce contre-la-montre, on ne s'attaquera plus. Et Hinault prend aussi un visage plus rasséréné et salue le président Giscard d'Estaing. Je crois que Lehmann est un très bon coureur, en très bonne condition physique. Ils étaient donc à quasi-égalité et c'est le sport qui décide. Et j'admire que chacun respecte la parole donnée. Greg Lehmann devient ainsi le premier Américain à inscrire son nom au palmarès du Tour de France. Hinault en seconde position, Zimmermann troisième. Greg Lehmann attendra 3 ans pour renouer avec la victoire en raison d'un accident de chasse très grave. Patient, il attend la guérison et cette renaissance semble encore lui avoir ouvert davantage l'appétit. En 1989, il gagne d'abord à Rennes contre la montre, utilisant un vélo révolutionnaire. Nous sommes dans un tour d'anthologie, un tour à rebondissement. Ici, Delgado termine devant Laurent Fignon, lequel laisse échapper le maillot jaune. L'Américain, considéré quelques mois auparavant perdu pour le cyclisme, savoure ces moments de bonheur. Ce maillot, Laurent Fignon s'en empare à Super-Bagnères dans les Pyrénées, théâtre de son duel victorieux face à Hinault en 1986. Mais les Pyrénées sont franchies. Fignon reste un solide leader et développe encore sa puissance dans les Alpes.
Delgado, Lemon, Teuniss s'accrochent, mais ne peuvent empêcher la victoire de Laurent Fignon à Villard-de-Lans au terme de la 18e étape. Nous sommes dans l'un des tours les plus passionnants de l'histoire. Entre Fignon et Lemon, c'est à qui fera craquer l'autre. Dans la périlleuse descente du Granier, Lemon a pris l'initiative, mais Fignon, Delgado, Teuniss et Lejarreta sont parvenus à contrer. Et la victoire à Aix-les-Bains, acquise au sprint, devient l'apanage de Greg LeMond devant Fignon. Les deux hommes vont se congratuler comme si désormais les dés étaient jetés. « 50 secondes de retard au classement général pour LeMond dans l'ultime tracé contre la montre entre Versailles et Paris, lorsque Fignon prend le départ. Un Fignon qui souffre de la selle, une blessure s'est ouverte et LeMond en termine. Il a tout donné. Fignon derrière lui réalise un très beau tracé, mais ne peut élever le débat. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Deux attitudes, deux destins. Tour de France impitoyable, Tour de France captivant. Laurent Fignon veut sa revanche au championnat du monde qui se déroule à Chambéry. Hélas, il tombe encore sur un super LeMond qui rapplique dans sa roue à une allure éblouissante et vient ruiner les espérances françaises. LeMond démarre à 250 mètres de la ligne. Kelly n'a pas les moyens de combler la totalité de son retard et devant l'évidence de l'échec, relâche son action. LeMond, champion du monde pour la deuxième fois. En 1990, il souhaite un troisième succès dans le Tour. Les formations se sont disputées sa présence à coups de millions. Il a opté pour l'équipe Z. À l'Alpe d'Huez, il risque l'accident pour finalement subir la loi de l'Italien Gianni Bugno au sprint. Dans l'étape de l'Usardiden, Chiappucci a attaqué le premier. Indurain et LeMond ont contre-attaqué, distançant le transalpin dans la montée finale. Indurain l'emporte devant LeMond. Un LeMond qui n'est plus qu'à 5 secondes au classement général de Chiappucci, victime de sa folle prodigalité. Dans les Pyrénées, l'Américain connaît encore une dangereuse alerte. Patrick, Oui, Jean-Paul. LeMond a crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanc, vous l'avez vu sans doute? Non, on n'a pas vu. Eh bien, écoutez, il a crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanc. Hein. Il est rapidement dépanné, mais il va revenir dans quelques instants. Oui, Greg LeMond a donc crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanc. Il était dépanné très tard du fait que les directeurs sportifs étaient assez loin. On a attendu le premier pointage et Roger Loget a décidé de faire attendre Duclos Lassalle et Gvasvol pour pouvoir ramener Greg LeMond devant. Et ça s'est fait comme ça s'est bien passé. Mais on a quand même eu chaud. À Pau, Konychev s'inscrit dans la légende du Tour. Il est le premier vainqueur d'étape soviétique. Mais cela n'a guère d'incidence sur le classement final. Le Tour 1990 se joue autour du lac de Vassivière. LeMond doit reprendre 5 secondes à Chiappucci et l'on parle autant de psychologie que de technique. À ce jeu-là, l'Américain se révèle très supérieur. Il gagne son 3e Tour de France. Un LeMond qui a su apporter ses mœurs et ses habitudes de Yankee. Il s'est adapté à cette vie, à ce fil de pensée qui n'était pas le sien. Il retire de bons souvenirs. Lesquels? C'est sûr 89 parce que je reviens après mon accident de chasse, mais il y a aussi des bons souvenirs comme mon premier championnat du monde en Suisse, aussi le Dauphiné libéré, mon premier où j'ai fait 3e avec Hino, 90 avec Z, parce que c'était mon premier Tour de France, j'ai gagné vraiment avec une équipe qui était tous derrière moi. Et c'était
une ambiance super. Il a signé un bail avec le maillot jaune. Charlie Mottet, Luc Leblanc sont en sa compagnie dans l'étape de montagne pour Haka au Tour de France 1991. Mais le crépuscule s'amorce, Lehmann s'accroche, mais ne peut rien contre cette jeune garde qui, de Mottet ou de Luc Leblanc, le devance. Le scénariste Olivier Daza disait qu'il était venu rafraîchir l'haleine du peloton par son souffle parfumé made in Hollywood chewing gum. C'était un peu vrai. Mais la suite n'allait plus être qu'un long calvaire. Il avait perdu sa fraîcheur physique, affaiblie par la maladie. Il avait perdu aussi sa spontanéité. Le bel Américain, aux poils blonds et au sourire publicitaire, mettait fin à sa carrière dans le fourgon d'infamie. Depuis 3 ans, chaque fois, je prends 3-4 mois de grosse fatigue. Je ne pouvais pas faire l'entraînement plus d'1 heure par jour. Et à chaque fois, je pense, peut-être j'ai 2 kilos de trop, j'ai quelque chose comme ça. Chaque fois, je cherche des excuses. Et finalement, c'était un vrai problème de santé. Je suis confronté à quelque chose que je ne peux surmonter. Je souffre de myopathie mitochondriale qui affecte mon fonctionnement musculaire. Je ne pourrai plus être capable de retrouver mon niveau. Mais personne ne pourrait lui enlever ce sourire engageant et cette naïveté touchante qu'il avait rendu si populaire.